Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire dédié à Azure Virtual Desktop, donc la solution de bureau à distance de Microsoft, et à l'approche d'Orange Business pour vous accompagner sur cette mise en œuvre. Alors, pour animer ce webinaire, je serai accompagné de deux experts que vous voyez et qui vont se présenter, un d'Orange Business, un de Microsoft. Jonathan, Frédéric, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour, moi Jonathan Géano, donc je suis architecte cloud chez Orange Business et spécialisé dans tout ce qui est solution en fait de bureau virtuel. Bonjour à tous, Frédéric Stanzel, donc directeur technologique chez Microsoft en charge des hôpitaux publics. Voilà, et moi je suis Stéphane Carbonneau, donc business developer Microsoft, au sein donc de cette direction dédiée à notre partenariat qui s'appelle la direction Microsoft et Bleu. Alors, ce webinaire va se dérouler sur 1 heure. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions dans le petit onglet « Questions » en haut à droite de votre écran. Et nous y répondrons dans la partie finale du webinaire. Donc, nous allons donc vous présenter, nous avons structuré en fait un webinaire autour de 4 temps forts. Le premier temps, on va revenir sur les défis actuels et les usages du bureau à distance. Pourquoi finalement ces solutions sont devenues incontournables et quels besoins elles adressent concrètement aujourd'hui. Dans un second temps, nous ferons un point très clair sur RDS, que la plupart d'entre vous connaissez, et Azure Virtual Desktop, pour que finalement vous compreniez bien les différences, les apports du cloud et le positionnement d'AVD comme solution de desktop as a service moderne. Ensuite, nous passerons un moment pour illustrer ces enjeux à travers des cas clients, des références, et nous vous partagerons des retours d'expérience concrets. Vous verrez les bénéfices que l'on observe sur le terrain. Et on terminera donc avec un mot sur l'accompagnement d'Orange Business, sur la mise en place de ces solutions depuis le cadrage jusqu'à l'exploitation pour évidemment sécuriser les projets AVD et garantir leur réussite, leur exploitation par vos équipes dans le temps. Alors, donc comme je l'ai dit, on terminera avec une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous proposer toutes vos questions auxquelles on répondra donc, dans la dernière partie du webinaire. Alors, première partie, les défis du bureau à distance. Bon, on l'a tous constaté ces dernières années, la généralisation du télétravail, de la mobilité, des environnements hybrides a profondément transformé la manière de travailler. Donc, les entreprises privées comme les organisations publiques doivent relever plusieurs défis, notamment de garantir un accès sécurisé aux applications et aux données, quel que soit le lieu où le terminal est utilisé. Offrir une expérience utilisateur fluide et homogène, bien entendu, maîtriser les coûts et notamment la complexité d'exploitation et respecter des normes, des enjeux de conformité, de souveraineté qui sont de plus en plus importants. Donc, on le sait, on le voit, le bureau à distance, c'est plus seulement un enjeu technique, mais c'est véritablement devenu un enjeu stratégique pour nos organisations. Alors, tu peux passer à la slide d'après, Jonathan. Maintenant, pour qu'on reparte tous sur un peu les mêmes bases, je vous propose qu'on repose un petit peu justement les bases de ce qu'on appelle une solution VDI. Alors, une solution VDI, elle consiste à héberger des postes de travail virtualisés dans un data center ou dans le cloud, plutôt que sur des postes physiques locaux. L'utilisateur, il accède à son environnement de travail, ses applications, ses données, à distance, donc via une connexion sécurisée, une connexion web sécurisée. Les bénéfices, on les connaît et on va revenir dessus un peu plus largement, la centralisation, la sécurité renforcée, le fait d'avoir une administration simplifiée des postes et d'avoir une réversibilité des usages. Mais on le sait, ces solutions, elles ne datent pas d'hier et elles sont, historiquement, on les a souvent perçues comme complexes et coûteuses à déployer, et on va voir comment AVD simplifie réellement et minimise les coûts de ce type d'approche.
Alors, les usages, si tu veux passer à la slide d'après, Jonathan, les usages du bureau à distance se sont très largement élargis. On parle de protéger des données en centralisant les informations, de réduire les vulnérabilités. On parle aussi de couvrir des postes métiers spécialisés avec des applicatifs lourds. On veut donner de la liberté, du confort, de l'efficacité aux salariés en leur permettant d'apporter leurs propres solutions, leurs propres PC. On veut aussi favoriser les solutions de reprise d'activité, de continuité de service, ne pas perdre de données. Et puis, on a aussi des cas autour des environnements temporaires, avec parfois des prestataires qui interviennent ou des formations ponctuelles dans nos organisations. On pourrait aussi citer ce qu'on voit souvent, le fait de vouloir moderniser son poste de travail sans avoir à supporter des coûts de renouvellement importants du matériel. On le sait, hein, le matériel, que ce soit le poste de travail comme le serveur, a subi des hausses tarifaires importantes depuis ces derniers mois et malheureusement, ce n'est pas terminé. Alors maintenant, voyons un peu le positionnement de Microsoft dans cet écosystème du marché de ce qu'on appelle le Desktop as a Service. Donc, depuis quelques années, la solution Azure Virtual Desktop est clairement positionnée, et on le voit avec le schéma à droite, présenté par Gartner, est présenté comme la solution leader de son marché. Et finalement, ça, on l'explique par la combinaison de plusieurs facteurs. Alors, tout d'abord, on le sait, Microsoft a une vision très claire et très alignée avec l'évolution du Digital Workplace, mais ce qui fait la différence, c'est vraiment l'intégration native à tout l'écosystème Microsoft que va pouvoir apporter AVD. Donc Microsoft 365, Teams, OneDrive, toutes les briques de connectivité, Entra ID, les briques d'identité d'authentification multifacteur, toute la partie Intune et les briques de sécurité, de conformité avec des solutions comme Defender et Purview. Donc tout ça s'intègre nativement, AVD s'intègre nativement avec ces solutions. Et puis évidemment, l'autre facteur du succès d'AVD, c'est son modèle économique et le fait que ce soit une technologie très compétitive. On va revenir également dessus, mais on va vous parler évidemment de facturation à l'usage puisqu'on va parler de cloud, mais également de multisession Windows et réduction du licensing, réduction du matériel que l'on verra. Alors, on pourrait aussi citer l'écosystème dont on fait partie, Orange Business, qui contribue au succès, mais pas que, hein, un écosystème aussi avec d'autres solutions tiers qui viennent enrichir l'expérience AVD. Donc tout ça fait que AVD est aujourd'hui une solution leader. Et maintenant, je vais laisser la parole à Jonathan pour qu'il nous explique concrètement comment la solution Azure Virtual Desktop répond à tous les enjeux qu'on a rapidement balayés, à travers quel type d'architecture, quel scénario d'usage, et puis les bénéfices opérationnels que l'on peut attendre d'AVD. Jonathan, je te laisse la parole. Merci, merci Stéphane pour l'introduction. Alors, aujourd'hui, en fait, Azure Virtual Desktop, pour faire simple, est l'évolution de RDS. Comme vous savez, RDS est une solution de bureau virtuel ou d'application publiée qui est fournie par Microsoft depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà, qui est dédié en fait pour les environnements privés aujourd'hui, mais qui voilà aujourd'hui, on va dire à l'ère du cloud et de tout ce qui se passe autour, pour moi n'est plus forcément en fait, on va dire au niveau de ce que tous les clients attendent. Et en gros, Azure Virtual Desktop est l'évolution de RDS, c'est-à-dire que c'est une solution qui est née dans le cloud, bien entendu, hein, dans le cloud Azure, mais qui n'est plus que dans le cloud Azure et qui tend à unifier l'ensemble en fait de l'expérience utilisateur et des accès pour en fait l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est une seule
fait, façon de se connecter, en tout cas celle qui est plébiscitée par Microsoft, hein, c'est de se connecter avec ce qu'on appelle une Windows App, tout simplement une application qui va vous permettre, que vous soyez avec votre ordinateur, avec votre tablette, avec votre téléphone, que ça soit votre PC d'entreprise, que ça soit votre PC personnel, voilà, parce que je sais que moi, il y a des clients qui aiment bien avoir leur PC perso. Voilà, on a une application qui nous permet de nous connecter, que ce soit de Windows, du Mac, du Linux, ou même avec un navigateur web. Donc, l'idée vraiment on va dire, d'unifier les pratiques, pas avoir une application bureau à distance, pas avoir en fait une passerelle où on va publier des applications. Non, on a une seule application. Et à partir de là, on va publier tout ce que le collaborateur a besoin pour pouvoir fonctionner. Même des applications Microsoft 365 directement sur cette application. Donc aujourd'hui, Azure Virtual Desktop fait, on va dire, les fonctionnalités cœur d'une solution VDI, ça fait du bureau virtuel et ça fait aussi de l'application publiée. L'avantage de cette solution-là, c'est qu'elles ne sont pas dissociées. Elles sont vraiment au même endroit, accessibles par l'utilisateur en fonction de ses besoins, donc avec une expérience quand même utilisateur en fait enrichie. Voilà. Et aussi, le gros avantage de cette solution-là, c'est qu'on garde énormément le contrôle sur cet environnement utilisateur. C'est-à-dire que pour donner en fait de la sécurité, de l'automatisation, la gestion des images, des applications, du patching, etc., hein, sur des environnements dits RDS, ça prenait quand même beaucoup de temps. Là, l'idée, c'est qu'avec Azure Virtual Desktop, vous ayez tous les outils à disposition et surtout les outils faciles à utiliser pour faire votre gestion des images, des applications, des profils utilisateurs, de pouvoir dimensionner vos machines virtuelles aussi comme vous le voulez, puisqu'en fait, dans le cloud, on n'est pas limité à, on va dire, aux performances matérielles, mais en fonction des cas d'usage des utilisateurs, s'ils ont besoin de plus de CPU, de RAM, s'ils font, j'ai un client qui fait de l'AutoCAD, par exemple, tu as besoin de performance 3D, etc., avec des cartes graphiques, on est capable de pouvoir en fait avoir différents environnements virtuels managés de la même façon, mais avec des caractéristiques techniques différentes. L'idée aussi, c'est qu'on ait une seule source d'identité, qui s'appelle en fait l'Entra ID ou historiquement Azure Active Directory. On est une seule source d'identité, et cette source d'identité puisse en fait être la référente pour des environnements qui soient dans le cloud public, ou on verra aussi qui peuvent être aussi hébergés à demeure dans votre cloud privé chez vous. Et bien entendu, aujourd'hui, la sécurité est au cœur de tous ces enjeux et on est capable aussi de pouvoir amener toute cette couche en fait de sécurité, de gestion réseau, de gestion des identités, de politique zéro trust qu'on appelle aujourd'hui. Voilà, toute cette partie-là, toute cette gouvernance est amenée aussi de façon native avec Azure Virtual Desktop. Il n'y a pas besoin d'avoir en fait d'éditeurs tiers ou de surcouches en fait spécifiques. Un petit rappel sur Azure, parce que voilà, je vous en ai parlé que cette solution-là et l'évolution de RDS est née dans le cloud et donc en fait est principalement sur Azure. Un petit rappel sur Azure, voilà. Azure, c'est quand même une infrastructure à l'échelle mondiale, dans plus de 70 régions, qui a un réseau mondial extrêmement performant et extrêmement rapide, avec une richesse de fonctionnalités et surtout une richesse de machines virtuelles que l'on peut mettre à disposition des utilisateurs en fonction que ce soit des applications publiées ou des bureaux publiés. Et surtout, il y a un niveau de résilience qui est très haut. Typiquement, si on prend la région de France, qui est en fait à Paris, ben on a 3 data centers avec une zone, un SLA de 99,99 qui sont interconnectés à moins de 2 millisecondes et qui sont à moins de 7 km à peu près entre chaque data center. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir de la très haute disponibilité de façon native sans avoir besoin de déployer des infrastructures, on va dire très complexes en termes de matériel, de réseau, de sécurité dans des data centers à demeure chez vous. Vous avez aussi énormément de services Azure qui sont mis à disposition si vous le voulez. Voilà, que ce soit en termes de sécurité, de réseau, de résilience, de gouvernance, d'intelligence artificielle, de service 3D, voilà, toute cette partie-là. Et vous avez tout un écosystème aussi de sécurité que l'on verra après, qui pourra être intégré aussi nativement, sans surcoût, pour l'ensemble en fait de vos collaborateurs. Voilà, donc c'était pour mettre un petit focus sur cette partie Azure. Et le gros avantage aujourd'hui d'Azure Virtual Desktop, c'est qu'en fait, on est dans une solution qui est managée pour toute la partie, on va dire, plan de contrôle par Microsoft. C'est-à-dire que quand on déploie une solution RDS, ou même Citrix, ou Horizon, ou Systantia, ou d'autres en fait solutions de VDI, il y a toujours une partie qui est en fait la partie, en fait, moi ce que j'appelle en fait le plan de contrôle.
C'est-à-dire qu'on va avoir les brokers, les eaux de session, les gateways, les load balancers, les accès web, les reverse proxy, enfin, toute cette partie-là, les bases SQL, souvent c'est un cluster SQL aussi associé, toute cette partie-là qui est quand même très complexe, en plus au niveau de patching aussi que l'on doit faire tous les mois, quand même complexe, qui prend de la place, hein, qui prend des compétences hein, à l'ensemble de vos équipes IT et qu'en fait n'a aucune valeur ajoutée, puisque c'est juste pour faire fonctionner les environnements utilisateurs. Bah, toute cette partie-là, aujourd'hui avec Azure Virtual Desktop, c'est délégué dans Azure. C'est-à-dire que toute cette partie-là, vous avez à faire on va dire l'implémentation initiale, mais après ça bouge plus et vous n'avez plus à vous en occuper, vous n'avez plus à gérer en fait le cycle de vie, vous avez juste en fait à faire des modifications si nécessaire. On a aussi la couche, ce qu'on va dire en fait stockage et réseau, c'est-à-dire que pour la gestion des profils, la redirection des documents, toute cette partie-là, on était obligé sur la partie RDS de pouvoir mettre des clusters de fichiers, de gérer leur direction des profils de différentes façons en fonction des différentes versions en fait de RDS et des nouvelles fonctionnalités qui arrivaient. Voilà, toute cette partie-là, l'avantage aussi chez Microsoft, c'est que on est sur du service managé, c'est-à-dire que vous déployez une fois votre serveur de fichiers et après vous n'avez plus à y toucher. Voilà, ça vit en fait, ça vit tout seul. L'avantage de cette solution, honnêtement, c'est qu'elle vit tout seul. Vous, ce que vous avez juste à vous concentrer, c'est la partie voilà environnement utilisateur. En gros, c'est faire les images, mettre les images à disposition des utilisateurs, mettre à disposition les applications si c'est de l'application publiée, gérer bien entendu la gouvernance, les accès et tout ce qui est en fait couche de sécurité. Mais voilà, vous vous arrêtez là. C'est-à-dire que vous allez gagner énormément de temps. Ça va aussi avoir besoin que vos équipes IT n'aient pas forcément à avoir en fait du temps dédié pour faire vivre en fait tout simplement juste la solution, mais sans valeur ajoutée. Là, cette partie-là, vous la déléguez à Microsoft et vous vous concentrez vraiment que sur la valeur ajoutée. Donc, vous gagnez du temps, vous gagnez souvent de la stabilité aussi. Et surtout, vos équipes IT peuvent en fait se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur. En fait, l'idée, c'est ça. Et surtout, vous avez aussi la possibilité de pouvoir en fait déployer plein de machines virtuelles et vous n'êtes pas limité en termes de puissance, comme on peut aussi l'avoir sur des environnements en fait privés. Si à un moment donné, il n'y a plus de place sur les serveurs, et en fait, on est bloqué. L'avantage aussi du cloud, c'est qu'on est capable d'en rajouter autant qu'on veut derrière. Donc aujourd'hui, voilà, le contexte que l'on a aujourd'hui, c'est qu'énormément d'entreprises ont du VDI déployé chez eux. Ça se voyait déjà depuis plus d'une dizaine d'années, mais ça s'est aussi renforcé avec le Covid. Voilà, il y a eu une explosion du VDI pendant le Covid pour pouvoir mettre à disposition des environnements de travail sécurisés aux différents collaborateurs. Voilà. La plupart du temps, c'était quand même des solutions qui étaient installées sur votre cloud privé à demeure dans vos data centers ou en hébergement chez des partenaires. Les plus connus, RDS, Citrix, Horizon, voilà pour les plus connus. Mais vraiment le contexte aujourd'hui et ce pourquoi on tend en fait à proposer Azure Virtual Desktop, parce que pour nous, en fait, ça répond à énormément de challenges, c'est la lourdeur de l'infra. Faut acheter le matériel, faut investir, faut le configurer, faut faire les mises à jour. Il y a souvent de la dette technique puisque les applications sont pas forcément compatibles, etc., etc. Enfin, il y a quand même une lourdeur d'infra qui est non négligeable avant de pouvoir créer de la valeur et donner à disposition des environnements en fonction des utilisateurs. Au niveau de la sécurité aussi, c'est souvent que de la sécurité périmétrique. Vous allez avoir des firewalls, bien entendu, qui vont en fait vous gérer en fait les accès depuis l'extérieur. Mais après, dès qu'on est dans l'environnement en fait de RDS, il n'y a plus trop de sécurité derrière. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on veut proposer des nouveaux outils qui sont capables d'aller plus loin en termes de sécurité sur cette partie-là et de changer aussi le modèle, on va dire, d'achat. Parce que c'est vrai que le CAPEX est quand même bloqué entre 5 et 7 ans, hein, même on voit que beaucoup de clients achètent de la maintenance au-delà des 5 ans. Voilà, c'est de l'investissement. On ne sait pas forcément dans 5 ans ou dans 7 ans où l'on sera, la santé financière de l'entreprise ou des services publics, etc., etc. Donc, c'est vrai que le CAPEX est quand même un certain risque en termes d'investissement. Et donc, ce qu'on propose aujourd'hui pour pouvoir un peu, on va dire, s'enlever toutes ces contraintes aujourd'hui, c'est de se dire, proposer en fait de l'Azure Virtual Desktop, mais dans deux modèles. Soit dans un modèle pur cloud public, donc c'est-à-dire AVD directement dans Azure, ou on peut aussi descendre de l'AVD
dans un cloud privé, c'est-à-dire sur Azure Local. Pour faire simple, Azure Local est en fait une succursale d'Azure, c'est-à-dire qu'en fait, on va installer du matériel chez vous, on va déployer Azure chez vous, et en fait, Azure Local ne sera qu'une région d'Azure. Aujourd'hui, vous dites qu'il y a une région France centrale, bah, Azure Local sera en fait votre région à demeure dans vos data centers. Et on est capable aujourd'hui de déployer AVD dans soit le cloud public, soit votre cloud privé. Et ce qui est très important aussi, c'est que dans ces deux modèles, les applications peuvent rester sur site. Ce n'est pas parce qu'on vous propose d'avoir AVD dans le cloud public qu'on ne peut pas garder vos données dans vos data centers. C'est-à-dire qu'on va juste déporter le plan de contrôle ou juste les environnements utilisateurs, mais un utilisateur qui va aller consommer, je ne sais pas, un applicatif spécifique avec des données spécifiques qui sont stockées dans des bases de données spécifiques, toute cette partie-là, on va pouvoir la garder en fait dans vos data centers. On va juste déporter en fait l'environnement utilisateur qui peut être juste en fait un navigateur web avec la suite Microsoft 365 et quelques partages de fichiers. Donc ça, c'est quand même important. C'est pas parce qu'on est dans le cloud public pour la partie AVD qu'on ne peut pas garder ces données directement à demeure. Donc voilà, l'idée c'est que quand on va dans le cloud public, l'idée c'est qu'on veut plus en fait gérer la partie matérielle, voilà, parce que la partie matérielle ça prend du temps, c'est chronophage, faut investir, etc., etc. Donc en fait on ne veut plus en fait la piloter. Il y a le principe aussi que à un moment donné, on peut avoir des problèmes en termes de place, où on peut avoir bien entendu des nouveaux projets qui arrivent qui n'étaient pas forcément prévus, parce que quand on achète une infrastructure à demeure, bah, on l'achète en fait pour 5 ou 7 ans, et sauf que peut-être 2 ans après, bah, la trajectoire de l'entreprise a pris une autre dimension et qu'il y a d'autres besoins qui sont identifiés et qu'on a besoin de grossir vite. Et bah, ça peut être problématique avec des infrastructures où on a besoin de matériel. L'avantage du cloud public, c'est qu'en gros, vous cliquez, vous faites une ligne de code et vous déployez en fait directement des nouvelles ressources. Donc ça peut être aussi intéressant pour des projets qui sont par exemple des projets de développement qui ont 3 à 6 mois et qui après ne seront pas forcément utiles. On n'est pas obligé d'acheter du matériel qui ne sera pas forcément rentabilisé. Voilà. Et on passe vraiment dans un principe en fait de coût à l'usage. Donc vous avez une prédiction de vos coûts et donc vous n'êtes pas obligé de sortir une grosse somme d'argent en fait tout de suite pour acheter en fait du matériel. A contrario, si vous avez des contraintes, alors moi, les plus grosses contraintes que je vois aujourd'hui, hein, soit c'est la souveraineté des données. Donc, en fait, vous avez une activité qui nécessite de devoir garder vos données à demeure, voilà, parce que vous avez des contraintes de certification, vous avez des contraintes, voilà, de non-divulgation des données. Vous pouvez pas les mettre sur un cloud américain, ce que je comprends tout à fait. Donc, ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, c'est souvent, en fait, les performances réseau. Puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai plusieurs clients qui, bah, en fait, ont des applications qui sont développées encore en mode client-serveur. Et le problème des applications client-serveur, c'est que ça supporte très mal la latence et surtout, ça supporte très mal les liens WAN. Donc, en fait, c'est vrai que quand on a le client qui est dans le cloud et le serveur qui est à demeure, bah, ça peut poser des problèmes en fait en termes d'accès puisque la connexion réseau n'est pas assez performante. Donc ça, c'est vraiment en fait les deux usages qu'on a. Et donc ça, aujourd'hui, on peut le proposer, c'est-à-dire que on va en fait garder le plan de contrôle dans Azure. Donc en gros, tout ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est géré par Azure, sous SLA Azure, vous le configurez une fois, vous avez pu à vous en occuper. Donc ça reste dans Azure. Par contre, on vient descendre dans vos data centers sur une infrastructure dédiée, ce qu'on appelle en fait les hôtes de session. C'est tout simplement les machines virtuelles dans lesquelles vont être chargés les environnements utilisateurs. Et donc, ça veut dire que quand un utilisateur va se connecter, il va aller chercher ces informations de connexion dans le cloud. Par contre, il va se connecter en direct dans vos data centers à demeure sur les environnements dont ils ont besoin pour pouvoir travailler. Donc, en fait, on fait ce qu'on appelle un environnement hybride. C'est-à-dire qu'on est capable d'optimiser toute la gouvernance et toute l'expérience de vos équipes IT au niveau du plan de contrôle, mais on est aussi capable de répondre à vos besoins en termes de souveraineté ou en termes de latence réseau au niveau des environnements utilisateurs. Donc voilà, on est capable en fait d'avoir deux trajectoires spécifiques dessus. Je vais revenir en fait sur 5 avantages clés que je vais détailler par la suite, ce qui fait qu'AVD aujourd'hui est vraiment une solution qui mérite d'être connue et surtout qui pourra vous apporter en fait de la valeur en fonction de votre cas d'usage, bien entendu. Ça peut aussi ne pas répondre à vos cas d'usage, hein, c'est pas une solution universelle, bien entendu. Mais là, ça peut quand même répondre à plusieurs de vos challenges, je pense. Donc, première simplicité opérationnelle, j'en ai déjà un peu parlé, mais je vais y revenir. Hein.
de réduire la complexité et surtout de pouvoir réduire l'empreinte de vos équipes IT pour pouvoir manager des choses qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. On verra l'optimisation des coûts aujourd'hui, notamment avec les licences Microsoft 365, l'expérience utilisateur, la sécurité qui aujourd'hui est au cœur des enjeux de toutes les entreprises et aussi surtout la mise à l'échelle pour pouvoir, on va dire, couvrir des besoins ponctuels ou pérennes ou ponctuels qui devraient en fait pérennes dans le temps. Donc tout ce qui est simplicité opérationnelle, voilà, vous avez plus à gérer la partie, ce que j'appelle plan de contrôle, qui est quand même assez complexe, qu'il faut mettre à jour. Pendant les mises à jour, qui peuvent, on va dire, occasionner potentiellement des coupures de management, des coupures de production. Voilà. Tout ça, après, c'est géré par Microsoft. Qui dit que c'est géré par Microsoft? Il y a beaucoup moins de maintenance parce que vous vous en occupez pas. En fait, c'est complètement transparent pour vous. Les patching, les certificats, le load balancing, les accès, etc., etc. En gros, vous n'avez plus à vous en occuper. Donc, en gros, vous réduisez aussi énormément l'empreinte de vos équipes IT sur cette partie-là de votre infrastructure VDI. Et donc, vous réduisez aussi les risques, en fait, opérationnels en production. L'optimisation des coûts. Alors, il y a la partie, donc on passe du CAPEX à de l'OPEX, donc du paiement, de l'investissement au paiement à l'usage. Donc ça, c'est vrai que moi, les équipes financières, souvent, elles aiment bien parce qu'on peut prédire en fait ce que ça va nous coûter et surtout si demain on a besoin d'arrêter, on arrête. Donc ça c'est quand même important sur cette partie-là. On est capable aussi de faire ce qu'on appelle en fait du FinOps, de l'ingénierie financière dans le cloud pour pouvoir aussi optimiser les coûts en fonction des besoins. Et on a un autre pan qui est très important, c'est la partie licensing. En fait, aujourd'hui, quand on fait du licensing sur des solutions RDS en fait classiques, si je prends que du RDS, on va dire de base, sans les surcouches que l'on peut avoir, c'est on a les licences Windows Server à payer, on a les cales serveurs et on a les cales RDS. Déjà, tout ça, ça a quand même un coût non négligeable. Si on prend du Citrix, on a toute la couche licensing Citrix. Si on prend du Horizon, c'est pareil avec VMware. Et comme vous le savez aujourd'hui, la politique tarifaire de Citrix ou de VMware ne sont pas forcément à l'avantage des entreprises aujourd'hui. Et donc, c'est là où il y a pour moi un grand coup à jouer avec Microsoft, c'est que si vous avez, en gros, déjà des licences Microsoft 365, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont des licences Microsoft 365, alors j'insiste sur le Microsoft, pas Office 365, ça ne marche qu'avec Microsoft 365. En gros, aujourd'hui, l'exclusivité qu'a AVD, c'est qu'il est capable de faire du Windows 11 multisession. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du Windows Server. Parce que sur du RDS, du Citrix ou autre solution, la seule façon de pouvoir faire du multisession pour plusieurs utilisateurs sur les mêmes OS, c'était avec Windows Server. Aujourd'hui, avec Azure Virtual Desktop, on est capable de le faire sur du Windows 11. Donc ça, le gros avantage, c'est qu'on reste en fait sur l'environnement que la plupart des utilisateurs connaissent. Exit les utilisateurs qui sont sur Mac ou sur Linux, mais on va dire quand même 90% des gens aujourd'hui sont quand même sur du Windows 11. L'idée, c'est que on va pouvoir leur permettre d'avoir le même environnement qu'à la maison. Donc souvent, je sais qu'il y a plein d'utilisateurs qui aiment bien ça. Et surtout, si les utilisateurs ont déjà du Microsoft 365, donc à partir de E3, ça marche E3, E5, A3, F3, A5, on est capable en fait de couvrir l'ensemble des licences. C'est-à-dire que si vous avez déjà ces licences-là, donc, vous avez plus de licence Windows Server, vous avez plus de cal RDS, vous avez plus de cal Windows Server, vous avez plus de Citrix, vous avez plus en fait d'Horizon, du Stancia ou autre. Donc en fait, en termes d'optimisation financière, ça peut faire un gain non négligeable. Ça, c'est une spécificité AVD. Par contre, il faut être en Windows 11. On est toujours capable, s'il y a des problèmes de compatibilité avec des anciennes applications qui ne fonctionnent qu'en Windows Server, on est capable de garder en fait du Windows Server. Par contre, on a le système licensing précédent qui s'applique. Il faut acheter le Windows Server, les cales et les cales RDS. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on pousse énormément à faire en fait, si possible, des migrations. Enfin, la migration, c'est pas compliqué. Hein. C'est juste qu'on refait en fait un nouveau master avec les nouvelles applications que l'on installe sur du Windows 11, on récupère les données des clients. Et donc, en fait, quand une migration s'effectue, c'est transparent pour les utilisateurs. Voilà, mais ça, c'est un gros avantage en termes de licensing. Bon, sans transition, le Windows 11 multisession, voilà, je vous en ai en fait déjà parlé. L'idée, c'est qu'on donne vraiment une expérience commune à l'ensemble des utilisateurs et que ça soit plus facile pour eux en fait à prendre
à prendre en charge. Bien entendu, c'est dans le cadre d'un bureau virtuel, dans le cadre d'applications publiées, ça change rien qu'on soit sur du Windows 11 ou sur du Windows Server. Au niveau de la sécurité, l'avantage, c'est que pareil, si vous avez Microsoft 365, je vais un peu plus loin aussi dans le, on va dire dans la partie optimisation financière. C'est pas obligatoire, mais optimisation financière, c'est que vous avez déjà en fait ce qu'on appelle un Entra ID. Vous avez déjà un tenant en fait. Donc quand vous faites de l'AVD, vous avez déjà vos utilisateurs qui sont déjà présents. Il y a juste en fait à créer un environnement Azure adossé à votre tenante que vous avez déjà aujourd'hui. Le gros avantage, c'est aussi si vous avez Microsoft 365, vous avez ce qu'on appelle des licences Entra ID, souvent P1. Et P1 vous permet de faire quoi? Tout simplement de faire de l'authentification multifacteur avec une application ou un SMS ou un mail ou ce que vous voulez, et aussi de gérer ce qu'on appelle les accès conditionnels en fonction de dire si vous avez des utilisateurs français, vous ne mettez que des IP françaises, il faut que les antivirus soient à jour, etc., etc. On va pouvoir s'y connecter, voilà, pour avoir en fait de la sécurité qui va plus loin que de dire on a un firewall, on ouvre le 443 vers la gateway RDS et terminé. On va quand même beaucoup plus loin. Et c'est aujourd'hui aussi pour des personnes qui utilisent SCCM dans l'environnement RDS. SCCM aujourd'hui, un jour il va s'arrêter. Malheureusement, je pense que c'est pas on va dire la trajectoire de Microsoft, au même titre que WSUS va s'arrêter en 2035. Aujourd'hui, les outils qui sont poussés par Microsoft, c'est notamment Intune, qui est en fait le successeur de SCCM. Et avec Microsoft 365, vous avez en fait la licence intégrée qui vient d'arriver en fait depuis l'Ignite, donc en novembre dernier, qui a été annoncé. Et vous avez avec le E3 ou le 5, vous avez aussi une thune qui est intégrée dedans. Moi, j'ai des clients qui en fait préparent aussi une migration puisque tout est inclus dans la licence. Voilà. Et tout ça fait partie en fait de ce qu'on appelle d'une stratégie zéro trust. Voilà. Donc ça, c'est aussi important. Et aussi dans la partie ce qu'on appelle cloud native, c'est que un des gros challenges aussi dans le RDS, c'est la gestion des profils utilisateurs et la redirection des données utilisateurs. Voilà, il faut quand même gérer le serveur de fichiers. Souvent, on fait des clusters. C'est compliqué à manager, c'est compliqué à mettre à jour, etc., etc. Le gros avantage, en fait, dans AVD, c'est que vous avez ce qu'on appelle un Azure File. En gros, c'est un serveur de fichiers managé par Azure. En gros, vous le déployez une fois, vous le configurez avec les bons niveaux de sécurité, on configure une fois les backups et après, ça vit tout seul. Voilà. Et c'est une gestion des profils simplifiée avec FSLogix. Donc FSLogix, c'est une technologie qui a été rachetée par Microsoft en 2019 et qui adresse notamment dans les RDS tous les problèmes en fait d'archives PST qu'on peut avoir sur des exchanges en fait classiques par exemple, qui étaient corrompus à cause voilà de problèmes réseau, de choses comme ça. Voilà, c'est une techno donc qui a été éprouvée. Et aujourd'hui, c'est la techno qui se base, enfin, sur laquelle se base AVD pour pouvoir fonctionner. Et c'est énormément performant. Et ça répond en fait à pas mal en fait de challenges aujourd'hui sur cette partie-là. Et cinquième avantage, c'est tout ce qui est la mise à l'échelle. En gros, pouvoir répondre à des besoins de nouveaux projets, on va dire de besoins rapides en termes de consommation et de mise à disposition en fait d'environnement utilisateur. En gros, comme vous avez déjà tout industrialisé en mode AVD, c'est-à-dire que le jour où vous avez besoin de rajouter plus de puissance pour plus d'utilisateurs, vous n'avez juste pas qu'à déployer des nouvelles VM, elles sont automatiquement intégrées dans le pool. Et c'est-à-dire que les utilisateurs peuvent s'y connecter de manière complètement transparente à des nouveaux environnements. Et comme leur profil est centralisé sur de l'Azure File, peu importe sur quel VM il va se connecter, il va récupérer en fait le même environnement. Voilà, donc ça peut être quand même très intéressant pour des solutions de production, mais ça peut être aussi intéressant pour de la sous-traitance. Moi, j'ai un client qui avait des problèmes en fait avec la sous-traitance, qui devait leur fournir des PC, devoir gérer les PC, être dans SCCM, qui n'était pas forcément connecté à Internet tout le temps. Là, ça a été dit que un environnement AVD est mis à disposition et qu'on a du bring your own device et que le prestataire doit en fait se connecter avec des PC que lui, il va mettre à disposition de ses collaborateurs. Donc, ça peut aussi être intéressant en termes financiers pour ne pas avoir géré on va dire, ces PC physiques. Et ça marche aussi pour tout ce qui est scénario de PCA PA. Voilà. Donc, un comparatif assez rapide. En gros, RDS, on est sur du cloud privé à demeure chez vous. Azure Virtual Desktop, même si on peut vous les installer aussi dans vos data centers, ça reste comme une gestion simplifiée. Voilà, on n'a plus toute la partie, on va dire,
plan de contrôle qui est à gérer. L'investissement, bah, il est faible puisque vous êtes voilà, sur du paiement à l'usage. Vous n'avez pas en fait à investir massivement pour les 5 ou 7 prochaines années. Au niveau de la mise à l'échelle, bah, c'est quand même très flexible dans Azure Virtual Desktop en RDS on-prem. Bah, soit il faut libérer des ressources, soit il faut racheter du matériel. L'avantage aussi, c'est que c'est le seul à pouvoir proposer de l'OS multisession. Au niveau de la sécurité, on va quand même plus loin de façon native. Et je le répète, si vous avez vos licences M365, vous pouvez faire énormément d'économies dessus. Et voilà, si vous avez une stratégie qui vous pousse à pas tout mettre dans le cloud, mais vous avez de l'appétence ou moins des velléités à mettre des choses dans le cloud, Azure Virtual Desktop, c'est vraiment complètement né dans le cloud. Donc, on est capable en fait de pouvoir suivre aussi toute l'évolution du cloud et toutes les nouvelles fonctionnalités en fait qui vont avec. Voilà. Donc, si vous deviez aussi retenir une slide pour pouvoir dire est-ce que aujourd'hui vous en fait, devez rester sur RDS parce que vous allez sûrement avoir des cas d'usage sur lesquels vous devez rester sur RDS ou passer à AVD pourrait être une bonne opportunité. On reste en fait sur RDS si vous avez souvent une infrastructure qui a été renouvelée récemment. Voilà, moi, j'ai des clients où ils ont renouvelé l'année dernière. Bon, voilà, ils ont investi sur la solution RDS. Ils n'ont pas forcément besoin aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités. C'est une infrastructure qui bouge pas énormément puisque l'ensemble des utilisateurs reste assez stable. C'est les applications qui ne bougent pas beaucoup, ça veut dire qu'ils font peut-être une ou deux mises à jour dans l'année. Voilà, c'est quelque chose en fait qui leur donne pas énormément d'efforts et qui voilà, ils ont besoin de maîtriser de bout en bout. Ouais, ok, d'accord. Ça veut dire que là, mais on reste quand même sur une infrastructure assez à l'ancienne, avec pas forcément de nouvelles fonctionnalités, mais qui correspond aux besoins. L'idée de passer sur AVD, c'est voilà, déjà, est-ce que vous vous dites bah passer dans le cloud, ça peut être intéressant. Est-ce que vous avez besoin en fait de réduire vos coûts si vous êtes conforme au nouveau système de licensing? Si vous voulez ne plus avoir à avoir géré toute la complexité de l'infrastructure RDS. Parce que si vous avez une infrastructure RDS ou Citrix, hein, Horizon aussi, hein, mais souvent si vous aviez du Citrix, c'est que déjà vous aviez des besoins qui étaient plus importants en termes de provisioning, en termes de customisation, en termes de plein de choses. C'est aussi pour ça que vous avez géré, vous avez choisi Citrix. Bah là, aujourd'hui, en fait, l'avantage d'AVD, c'est que pas pour toutes les fonctionnalités de Citrix, hein, mais sur 80% des fonctionnalités de Citrix, bah, AVD en fait va pouvoir répondre aux besoins et de manière en fait complètement native. Donc ça veut dire que vous pouvez faire en fait, vous pouvez lâcher cette partie Citrix et faire pas mal d'économies dessus. Et si vous avez aussi besoin énormément de flexibilité, en gros vous avez besoin de rajouter des VM, vous avez besoin d'en enlever, vous avez en fait des usages qui sont disparates. Typiquement, moi j'avais un client qui était un centre de formation, bah en fait, ça travaillait de 8h à 18h. Par contre, le week-end, ça travaillait pas. Donc, en fait, l'infrastructure on-prem, elle était payée, donc elle tournait en fait le week-end pour rien. Avec de l'AVD, on est capable aussi en fait d'éteindre les VM le week-end pour pouvoir en fait faire de l'optimisation financière, etc., etc. Voilà. Et l'idée, si vous avez besoin de nouvelles briques de sécurité, si vous avez besoin voilà de besoins ponctuels, etc., etc. Là, ça a un avantage en fait de passer sur AVD. Voilà. Mais ça répond pas non plus à tous les cas d'usage. Hein. Ça reste à définir. Donc, troisième pan de cette présentation, ça va être les cas clients. Donc, je vais laisser, on va vous présenter 3 cas clients. Donc, le premier cas client va être présenté par Frédéric côté Microsoft. Et les 2 autres cas clients, ça va être ceux que j'ai déployés en fait récemment, moi chez Orange Business. Merci Jonathan pour toutes ces explications très intéressantes et qui vont faire écho au REX que je vais vous présenter puisqu'il répond à un certain nombre de besoins. Peut-être rapidement le contexte. Donc là, on est vraiment sur un établissement public hospitalier. L'objectif était double. Pour ceux qui connaissent un peu comment fonctionnent les hôpitaux aujourd'hui, les hôpitaux fonctionnent de plus en plus en mode groupement, ce qu'on appelle des GHT, donc des groupements hospitaliers territoriaux. Et chaque établissement, en fin de compte, se rattache à son groupement et, en fin de compte, bénéficie de l'organisation et des choix globaux qui ont été faits dans ce groupement. Premier objectif de ce test et de cette expérimentation et de cette mise en production, du coup, c'était un nouvel établissement qui, justement, rejoignait ce groupe hospitalier. Et donc, cet hôpital devait potentiellement avoir accès aux mêmes infrastructures et aux mêmes systèmes d'information que le groupement, en l'occurrence le DPI, donc le dossier patient informatisé. Mais par contre, la contrainte de cet établissement, c'est qu'il n'avait pas d'équipe IT. Et donc, se poser la question de dire, aujourd'hui, est-ce qu'on déploie une ferme
spécifique RDS pour pouvoir mettre en place ce projet-là et pouvoir aller interroger le DPI, sachant qu'il n'y avait pas les infrastructures, qu'il n'y avait pas les équipes techniques. Donc, du coup, tout était ramené côté groupement hospitalier. Ou alors, se poser la question, pourquoi pas partir sur une nouvelle technologie de type Azure Virtual Desktop, qui justement simplifie ce que disait Jonathan tout à l'heure, toute la partie infrastructure on-prem, puisqu'on restait en full cloud, et donc du coup permettait rapidement de pouvoir s'interopérabiliser avec ce DPI et permettre cette interconnexion. Et donc du coup, c'est un peu ce choix qui avait été fait pour pouvoir expérimenter Azure Virtual Desktop. Le deuxième pan, qui cette fois servait au groupement hospitalier, en fin de compte, l'établissement servait de pilote, à la fois pour tester la technologie AVD, dans l'optique de dire potentiellement, on va peut-être évoluer nos différentes fermes et du coup, peut-être évoluer sur une infrastructure de type cloud, et également pouvoir répondre, comme l'a dit Jonathan, à des authentifications modernes. Et du coup, dans un processus d'authentification autour de ProSanté Connect et de ProSanté Connect sans couture, qui se base en fin de compte sur un des dictionnaires, en l'occurrence le nôtre, qui est Entra ID, auquel tous les établissements de santé aujourd'hui bénéficient, en fin de compte, cette interopérabilité, permettait de faire ce test de bout en bout. Donc voilà, donc, en termes de contexte, objectif double, rattacher le nouvel établissement qui n'a pas d'infrastructure, qui n'avait pas forcément les équipes IT pour pouvoir héberger, administrer, superviser un environnement on-premise de type RDS. Et l'autre objectif, c'était de, en fin de compte, profiter de cette nouvelle expérimentation pour pouvoir, en fin de compte, regarder la pertinence d'un AVD, cette fois plus globalement au niveau du groupement hospitalier. Donc ça, c'était les objectifs. Le parcours a été un petit peu long dans la durée, tout simplement parce qu'on a voulu, nous, Microsoft et les partenaires qui nous ont accompagnés, avoir une validation de bout en bout, à savoir la validation, bien évidemment, du groupement hospitalier et de l'hôpital, mais également la validation du DPI. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment avoir cette validation de tripartite, et le fournisseur du DPI, qui en l'occurrence le DPI Easily, était là pendant l'expérimentation et tous les tests de validation pour vérifier en fin de compte qu'il n'y avait pas de contention au niveau du DPI et que l'interface utilisateur et l'accès en mode remote n'avaient aucune interaction. Et c'est vraiment ce qu'on voulait pour avoir en fin de compte l'aval et la validation aussi du DPI et rassurer le groupement hospitalier. Ce qui a été fait d'ailleurs. Et donc, on a pu mettre en place toute une expérimentation et des tests en tripartite et donc valider toutes les phases à la fois d'accessibilité, de connexion et surtout de non, on va dire, intrusion au niveau du DPI et de la restitution. Donc ça a été la première partie qui s'est déroulée. Donc, ça a été validé pour l'établissement et l'établissement a validé l'usage en fin de compte de Azure Virtual Desktop pour cet usage-là, donc rapprochement dans le groupe hospitalier. Et le reste de l'expérimentation, entre novembre 2023 et à peu près début 2025, en fin de compte, c'est le groupe hospitalier qui a fait d'autres tests autour de ça pour vérifier en fin de compte que ça répondait à un certain nombre de critères et à un certain nombre de besoins. Donc voilà comment s'est déroulé l'expérimentation et l'usage qu'on a mis en place. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les résultats et les bénéfices. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un projet RDS, et là, Jonathan en a bien parlé tout à l'heure, il y a bien évidemment la partie interface utilisateur, mais il y a également toute la partie infrastructure derrière et toutes les équipes qui doivent manager la partie RDS. Donc, c'est vraiment une vraie organisation et surtout du vrai matériel derrière. Et si on ramène rapidement au coût utilisateur, on se rend compte très rapidement entre une plateforme de type AVD dans le cloud à la consommation versus un investissement complet sur la partie remote desktop et du matériel, on arrive à avoir des gains en termes de coût jusqu'à 32%. Ce qui est quand même très intéressant, puisque si on regarde globalement sur un ROI sur 3 ans, on gagne facilement un peu plus entre 200 et 300 € d'économie sur ces 3 ans. Et donc, ça a vraiment une valeur à la fois technique, organisationnelle et économique, puisque ça va justifier cette partie-là. Donc voilà, donc on a ciblé dans un premier temps 800 utilisateurs, mais à terme, c'est de pouvoir déployer la totalité des établissements et surtout répondre à un certain nombre de besoins. Il y a un grand changement, on passe du CAPEX à l'UOPEX, c'est une autre culture. C'est vrai que cette partie-là a besoin d'être un peu accompagnée, mais en tout cas, ça n'est pas un bloqueur pour pouvoir vraiment épouser en fin de compte cette stratégie. Autre sujet, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Jonathan a bien accentué cette partie-là, le fait d'être interopérabilisé avec Entra ID naturellement à partir d'AVD vous permet de renforcer votre sécurité, de bénéficier du MFA, d'avoir accès conditionnel, d'être complètement intégré dans Entra ID. Et une des forces aujourd'hui pour les hôpitaux publics, en l'occurrence, puisque c'est ma spécialité, c'est qu'aujourd'hui, tous les utilisateurs des hôpitaux publics bénéficient
de la solution en travail d'IPM. Donc, du coup, cette sécurité est complètement intégrée et elle est opérable et fondamentale pour accéder aux DPI de la santé. Donc, voilà globalement ce qui s'est passé en termes de REX. Et juste ce qui est intéressant, c'est peut-être avoir la remarque de l'établissement pour dire en fin de compte l'intérêt. Et je ne vais pas la paraphraser, il n'y a aucun intérêt, mais globalement, ce qu'il a voulu mettre en avant, c'est que ça simplifie l'accès au DPI. Alors, le DPI, c'est vraiment le RP, on va dire, de la santé. Et donc, c'est en mode as a service, c'est fiable et scalable. Tout ça, on l'a annoncé tout à l'heure dans la partie architecture. Et AVD répond vraiment à ses ambitions. Et j'insiste vraiment, s'appuie sur la sécurité native. D'accord. Donc, s'il faut juste retenir peut-être sur ce message type, c'est qu'AVD n'est pas juste une alternative technique à RDS, c'est vraiment un changement de modèle opérationnel et économique, et particulièrement pertinent dans un contexte, en l'occurrence, groupement hospitalier, où la mutualisation et les enjeux centraux est super pertinent. Donc, voilà le REX que je voulais vous faire à votre disposition sur des questions, et je passe la main à Jonathan. Oui, merci Frédéric. Et pour terminer sur cette partie-là, le control plane, en fait, donc le plan de contrôle d'AVD est resté dans le cloud, mais le dossier patient, bien entendu, qui est soumis en fait à des normes en fait d'hébergement de données de santé et qui était très sensible, est resté en on-prem. Donc en fait, les données sont toutes restées en on-prem. On a juste déporté la partie AVD où c'est en fait c'est un web, c'est un client web qui va aller attaquer le DPI. Mais par contre, le DPI reste bien en fait en on-prem puisqu'il n'a pas du tout été déployé dans Azure. Ça, c'est très, très, très important puisque c'était vraiment le cœur de la demande du GHT sur cette partie-là. Tu as bien fait de préciser, Jonathan. Merci. Voilà. Alors, donc, deuxième cas d'usage. Donc voilà que j'ai déployé l'année dernière. En gros, c'est pour un client qui est un gestionnaire de réseau dans l'énergie français, en fait bien connu. Donc c'est 10 000 utilisateurs pour 33 pays européens. Et en gros, l'idée, c'est que ce client-là fait en gros des surveys marins, en gros des cartographies marines, voilà, pour passer des câbles. Aujourd'hui, ces campagnes lui coûtent entre 500 000 et 1 million d'euros parce qu'il faut louer les bateaux, faut dédier des équipes, c'est plusieurs semaines en mer, etc., etc. Et en gros, le problème qu'il avait, c'est que toutes ces données-là étaient en fait hébergées sur du NAS en fait en local, mais quand elles étaient transférées dans le SI en fait du client, à chaque fois que les utilisateurs devaient en fait traiter ces données-là, il devait télécharger les données. Vous imaginez bien que la connectivité en mer, il y a mieux. Et donc, en fait, ça posait des gros problèmes en fait de temps de traitement des données qui pouvaient être de plusieurs jours et donc qui occasionnaient que les campagnes en mer étaient plus longues, donc occasionnaient beaucoup en fait de coûts supplémentaires. Donc l'idée en fait là-dessus, c'est de pouvoir offrir un environnement de VDI accessible de partout, avec un environnement utilisateur standardisé pour tout le monde. Et comme c'était déjà un client Azure, et on s'est dit on va aller sur AVD. Voilà. Et donc en gros sur AVD, c'est qu'on va mettre l'environnement utilisateur. Par contre, on va également mettre l'ensemble des données, puisque là, c'est des données qui n'ont pas de confidentialité, qui nécessitent de rester en fait sur des environnements ultra sécurisés. Donc en gros, on a l'environnement utilisateur d'un côté, du stockage ultra performant. C'est aussi l'avantage d'Azure, c'est qu'on est capable d'avoir du stockage ultra performant. Et même s'il n'est pas assez performant, on change en fait le tiers et on remet encore plus de performance pour pouvoir en fait diviser les temps par 10, 20 ou 30 en fait de gestion en fait de ces données-là. Voilà, on a commencé avec des POC en fait devant l'utilisateur 10 Tera de données, mais on arrive en fait à 4 pétas à la fin. Voilà, donc c'est quelque chose qui a été, qui est une réussite en fait pour le client. Hein. Ça y a pas de souci. Voilà, qui est surtout une solution flexible et qui va pouvoir grossir de manière très flexible en fonction des besoins. En gros, on a déployé la plateforme pour pouvoir la tester. Demain, il y a besoin de mettre plus de puissance. En fait, on met plus de VM, on met plus de stockage, mais la plateforme est déjà prête en fait pour aller en production parce qu'on a traité la gouvernance, la sécurité, l'accès des utilisateurs, la confidentialité, etc., etc. Voilà, donc ça c'est en fait une nouvelle plateforme que l'on a montée avec des nouveaux, on va dire de la nouvelle donnée et surtout des accès aussi pour des prestataires sécurisés. Et un autre projet que j'ai réalisé aussi l'année dernière, c'est une migration de Citrix
En gros, tout simplement, c'est pour un des leaders en fait de la distribution automatique des machines à café que l'on a dans notre entreprise. Hein. Euh, voilà, en gros, c'est simple. Citrix est venu le voir, il lui a dit bon bah voilà, c'est x10 quasi en fait en termes de licence. Donc le client m'a dit bah non, hein, y a pas, voilà, je vais pas subir cette hausse tarifaire. Et donc voilà, il a fait un appel d'offres, il est venu nous voir. On a gagné en fait cet appel d'offres et en gros c'était on modernise l'infrastructure VDI et on migre en fait de Citrix vers AVD. Et on migre aussi l'ensemble des données des utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un projet de migration. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on a déployé toute la nouvelle architecture dans Azure, en fait, sur de l'AVD. C'est pareil, ça, c'est du full cloud public. Voilà. On a fait tous les tests qui vont bien et en fait, on a migré aussi l'ensemble des données utilisateurs. Donc, quand on dit qu'on a migré les profils utilisateurs, on a migré les données utilisateurs. Et c'est un client en fait qui lui, en fait, alors l'ancien client était sur du bureau virtuel et on est sur des applications publiées et sur des applications publiées qui sont leur cœur de leur système, c'est un ERP qui est basé sur Oracle. Donc il y a énormément de contraintes avec Oracle et on a aussi été capable avec AVD, donc ça c'est quand même super important aussi de s'intégrer avec Oracle Cloud. Donc en fait on a été pour optimiser on va dire le coût des bases Oracle parce que voilà il n'est pas capable aujourd'hui de passer sur du PostgreSQL ou des choses comme ça. Et ben pour optimiser le coût des bases Oracle, on a été migrer leur base de données Oracle dans Oracle Cloud avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui vont bien. Comme ça, c'est-à-dire que le client, en plus, il n'avait plus besoin de gérer ses bases Oracle, il n'a plus besoin de gérer son environnement Citrix ou son environnement en fait RDS classique. Et donc, en migrant vers AVD plus Oracle avec migration des profils utilisateurs dans Azure, ben, il a réduit énormément aussi son empreinte opérationnelle derrière, tout en gagnant, bien entendu, en flexibilité et aussi en performance. Voilà, de cette partie-là. Et c'est aussi un client qui avait aussi des tablettes, qui a des PC en fait classiques Windows et compagnie, et qui a pu résoudre aussi ce problème-là pour en fait adresser ces nouveaux besoins. Puis comme ils sont pas beaucoup à la DSI, voilà, il nous a dit voilà, moi je veux optimiser, je veux automatiser pour que voilà mes collaborateurs de la DSI s'affairent en fait à faire autre chose que de maintenir en fait une infrastructure Citrix existante. Voilà. En gros, l'idée c'est ça de ce projet-là. Voilà, je voulais vous faire en fait un point sur ces trois cas clients. Et pour terminer la partie en fait accompagnement Orange Business, voilà. En gros, l'idée c'est que on est capable de vous vendre en fait un projet clé en main. Voilà. L'idée c'est que on, on va d'abord avec vous réfléchir. Est-ce que déjà il y a un intérêt à passer sur AVD ou pas? Déjà, est-ce que vous avez une volonté de vouloir passer, une volonté de tester? On est capable de faire des POC hein, avec aussi du financement de Microsoft. Désolé Frédéric, je spoil un peu, mais voilà, il y a aussi du financement. Donc voilà, c'est des choses aussi qui sont possibles de faire. Et l'idée, voilà, c'est faire étude des stratégies. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire un POC? Oui ou non? OK. S'il y a un intérêt, voilà, faire une étude de votre existant de dire ok voilà ce que vous avez aujourd'hui, quels sont vos challenges, là en fait où vous avez des douleurs, là où ça pourrait être amélioré, etc. etc. À partir de là en fait on fait une architecture cible dans AVD cloud public ou en fait dans AVD aussi avec de l'Azure local. Voilà. Après, bah, en fait, on passe en fait à la partie déploiement, soit en envoi tenante, soit en tenante qu'on peut vous mettre à disposition. Bien entendu, avec l'élaboration en fait d'un cahier de test avec ce qui doit être prouvé, c'est un proof of concept donc ou un proof of value, donc voilà définir ce qui doit être prouvé et en fait la réussite en fait de ce POC ou de ce POV sera en fait la validation des différents cas d'usage que l'on a définis. Voilà, en termes de POC, l'idée c'est de s'éparpiller, c'est vraiment de pouvoir valider le cœur de votre besoin, comme il a été fait pour le GHT, où c'était l'accès easily de manière sécurisée, fluide. Voilà, ça a été fait. Et après, on a pu travailler en fait sur ce qu'on appelle nous l'étape 4, c'est la mise en production, parce qu'on ne passe jamais un POC en production. C'est quand un POC est validé, OK, on peut avoir une architecture qui est la base pour partir en production, mais on ne part pas en production sans avoir traité tous les pans sécurité, identité, gouvernance, monitoring, backup, PCA, PA, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est pas forcément ce qu'on traite dans un POC, puisque dans un POC, on veut vraiment voilà, valider que la fonctionnalité cœur de votre besoin est fonctionnelle. Mais après, par le passage en production, on a tout l'écosystème en fait qui est autour.
Et après, à partir de là, bien entendu, avant chaque mise en production, il y a tout un transfert de compétences. Il y a un accompagnement de l'ensemble de vos utilisateurs, de vos collaborateurs, de vos équipes qui vont faire de l'administration. Ou si vous voulez déléguer le run orange, ça marche aussi. Enfin, il y a pas mal de choses en fait que l'on peut faire. Et l'idée, voilà, c'est de vous accompagner pour que voilà, ça soit une transition qui se fasse en fait tout en douceur. Et bien entendu, on a aussi après ce qu'on appelle nous l'accompagnement mois par mois, souvent au même jour le jour. Hein. C'est de dire voilà aujourd'hui comment on peut améliorer ces services-là avec des nouvelles fonctionnalités qui sortent, avec des nouveaux besoins peut-être, avec voilà des nouvelles choses qui sont prises en compte dans votre environnement Microsoft 365 sur lesquelles on peut améliorer votre expérience utilisateur, etc. Voilà, on fait en fait de l'amélioration continue derrière. Et pour ce qu'enveloppe budgétaire, on peut, si vous le voulez, faire des choses dans les tenantes en fait d'Orange Business. On est capable d'avoir des environnements de test pour pouvoir le mettre à disposition. Voilà, on est souvent sur 5 jours en fait avec 5 000 euros. Voilà. C'est souvent pour des tout petits besoins. Normalement, tout ce que je fais quasiment avec les clients, c'est ce qu'on a en fait au minimum, ce qu'on appelle un proof of value, c'est qu'on le fait dans votre environnement. Parce que l'idée, c'est de tester vos besoins, vos applicatifs, vos cas d'usage dans vos environnements en conditions réelles. Voilà. Donc souvent, ça commence en fait à 10 jours, mais ça peut en fait aller plus loin en fonction de ce que vous voulez en fait tester vraiment derrière. Voilà. Donc c'est pas gravé dans le marbre, c'est pour vous donner en fait un ordre de grandeur sur ces prestations-là. Voilà, mais on est capable après de faire bien entendu à la carte et on est quand même le partenaire de l'année de Microsoft. Alors non, c'est pas moi qui le dis, c'est le commerce, mais moi comme il reste quelques minutes, je me suis dit que je vais prendre l'action en fait de le faire, mais on est on est partenaire de l'année. Donc on travaille en fait de concert en fait avec Microsoft. Donc on est capable aussi en fait de vous accompagner sur des accompagnements spécialisés, d'avoir potentiellement des financements possibles, etc., sur cette partie. Jonathan, merci beaucoup. On arrive Oui. presque au terme de la présentation. On a quelques questions. Peut-être qu'on peut en traiter une ou deux avant midi. Je vois une première question qui est que se passe-t-il si une VM Session Host tombe? Qui gère la reconnexion, le rééquilibrage? Et ben ça, c'est géré, en fait, historiquement, c'était géré avec les brokers. C'est le broker normalement qui doit monitorer, qui doit rebalancer en fait la session de l'autre côté. Bah là, en fait, c'est géré par la partie pass en fait d'AVD. C'est-à-dire que s'il y a une déconnexion, en gros, il va y avoir en fait ce qu'on appelle en fait un heartbeat en anglais, c'est qu'il va tester en fait que le session host toutes les 3 secondes est disponible pour pouvoir se connecter. S'il n'est plus disponible pour se connecter, bah, il y a un principe en fait de basculement des sessions en fait automatique au bout de 10 secondes qui va le rebalancer sur en fait un autre session host. Et comme le profil, il est complètement centralisé sur l'Azure File, mis à part bien entendu les opérations qui sont en RAM seront perdues, mais tout le reste en fait ne sera pas perdu et ça sera reconnecté dans les 30 secondes directement. Très bien, merci. Une autre question là qui me paraît intéressante, comment AVD permet de gérer les périphériques, imprimantes, clés USB et qu'en est-il des usages Teams? Alors, pour la première question, c'est tout simplement en fait de la redirection de périphériques. Ça veut dire que dans Azure Virtual Desktop, mais comme on avait sur RDS ou sur Citrix, hein, on a en fait plein de paramètres qui nous permettent en fait de rediriger la caméra, les ports USB, les imprimantes. Parce qu'en fait, il y a un gros challenge en fait sur le VDI, c'est les coûts des imprimantes. Donc, on est capable de rediriger les imprimantes. Voilà, on est capable en fait de faire plein de customisation au niveau de la redirection des périphériques des utilisateurs en fonction en fait vraiment des besoins de chaque utilisateur. On est capable aussi à faire, pareil sur du Microsoft 365, il y a un service qui s'appelle Universal Print parce que si vous utilisez SynPrint sur du Citrix ou des choses comme ça, qui en fait est un service complètement intégré dans le cloud et qui permet en fait de gérer les imprimantes sur l'ensemble de la plateforme sans avoir en fait à gérer les redirections des périphériques. Voilà. Et la deuxième question, c'était Stéphane sur Teams, les usages Teams. Alors, sur les usages Teams, donc soit en fait vous le mettez sur votre PC si vous avez un PC client, vous pouvez le mettre sur votre PC client, ou alors
comme on est sur du Windows 11 et qu'on est sur AVD, il y a en fait un package optimisé Teams avec l'optimisation des flux vidéo, des flux audio, qui est fait quand on le déploie en fait sur Windows 11 et qui est vraiment optimisé pour pouvoir passer en fait sur du WAN. Donc ça, il y a plein de docs en fait qui sont disponibles dessus. En gros, on fait des images spécialisées avec une version optimisée de Teams pour que l'environnement utilisateur soit optimal. Parfait, merci beaucoup Jonathan. On a adressé, je pense, toute la thématique et les sujets qu'on voulait couvrir, ainsi que les questions. Juste peut-être un mot avant de vous remercier pour vous dire que nous adressons ce sujet sur tous les verticaux métiers, mais nous avons un plan d'action qui nous tient à cœur, notamment avec Frédéric, dans le domaine de la santé, parce que effectivement, on a une empreinte du VDI avec des solutions RDS, Citrix, Horizon, Systentia, etc., qui nécessitent d'être modernisés. Et donc, on accompagne nos clients sur tous ces sujets de modernisation dans le domaine de la santé et dans tous les autres verticaux. Donc, n'hésitez pas à revenir vers vos commerciaux Orange Business habituels et on viendra vers vous pour témoigner et vous apporter des clés et des retours sur ces solutions. Je vous remercie beaucoup. Merci Jonathan, merci Frédéric. Et à très bientôt pour d'autres webinaires avec Orange Business. Merci, bonne journée. Merci à tous.